Savoir que la culture japonaise est mise à l'honneur en France, c'était pour tout un tas de gens au Japon, représentants du Japon ou simples artisans au Japon, une curiosité et un honneur à la fois. On est parti pour le thème de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de la culture traditionnelle japonaise à Japan Expo. Et avant de parler plus précisément de cela, messieurs, déjà, la culture traditionnelle japonaise à Japan Expo, elle a toujours été évidemment au centre du salon. On parle beaucoup de manga, d'anime, mais l'espace traditionnel et plus culturel autour du Japon, elle existe depuis le début du salon, depuis le tout début. Alors depuis même avant en fait, parce que avant que ça s'appelle Japan Expo, on faisait une convention, la convention de l'animation de l'EPITA, et on a commencé à intégrer une zone plus traditionnelle avec des kimonos, de l'origami, de la calligraphie, tout ce genre de choses. Et ça a fait partie des raisons pour lesquelles on avait envie de justement de sortir du carcan qu'il y avait un petit peu à l'époque de la convention animé manga à un truc plus générique sur tout le Japon. D'où le nom. D'où le nom, voilà. Japan Expo. Et donc, du coup, ouais, on peut considérer que l'espace culture et tradition, il a existé quasiment à l'édition -1 ou -2, quoi. On avait à l'époque des partenariats, genre avec la Maison de la Culture du Japon, où ils nous prêtaient des objets. Ils nous prêtaient des armures, ouais. Une petite armure de samouraï. Ça, c'est sans commune mesure avec ce qu'on peut faire aujourd'hui, mais ça a toujours été dans l'esprit du festival que de montrer la culture japonaise traditionnelle, notamment parce qu'on pense, nous, que si on veut comprendre notre passion, pour le Japon, pour le manga, le dessin animé, les jeux vidéo. Il y a une grande part de ça qui vient justement de ces traditions et que si on n'y est pas du tout exposé, en fait, on perd plein de choses dans ce qu'on lit dans les mangas. Ça commençait avec des trucs même modernes, sur le lifestyle, avec des Juliette Je t'aime, où ils arrivaient, ils se déchaussaient au lycée et tout, des trucs de ouf. Alors pas au lycée, mais... Dans Juliette Je t'aime, c'était plus adulte. Mais il y avait la pension des mimosas. La pension des mimosas. Voilà, elle arrivait et buvait de la limonade. De la limonade. Toute la soirée qui rendait joyeux. Ah oui, la fameuse limonade. Mais enfin voilà, ou dans Orange Road, des choses comme ça, voilà, tous les jours, et qui ressemblent pas chez nous à ce qu'on a vécu. Et le seul moyen de le comprendre, c'est de connaître un peu mieux le Japon. Et si on remonte le temps, si on prend des Kenshin ou des choses comme ça, tu comprends pas la bataille de Sekigahara si tu sais pas l'histoire du Japon, si tu vas pas reconnaître ne serait-ce que toutes les formes de sabre. On n'est pas obligé d'aller chercher des choses qui peuvent être plus obscures pour les gens, mais ne serait-ce que les formes de sabre, les différents types d'attaques, pourquoi tel type de sabre était plus lourd, plus léger, à quoi ça servait. Et en fait, dans le manga, comme on parle de tout, et ben ça se retrouve dans Japan Expo. Donc pour vous, les deux sont complémentaires et donc indissociables. Indissociable. Plus que complémentaire, c'est ça. Tu as le mot juste, c'est indissociable. Tout ce qu'on aimait comme contenu puisait ses origines dans l'histoire du Japon, dans la vie au Japon, etc. Et donc c'était vraiment cette histoire d'avoir avec le manga une fenêtre vers la culture japonaise. Et donc du coup, c'était totalement impensable pour nous de pas en parler. Et puis, comme je disais, rapidement, ça a fait un petit peu la différence avec d'autres manifestations où on disait, là-bas, il y a un espace Japon. Et du coup, on a décidé de le concrétiser avec le nom dès 2000, et on est devenu Japan Expo. Ça s'est développé après, notamment au travers d'une association. On avait des associations françaises avec des japonaises et des japonais qui présentaient leur culture dès 2002 au CNIT, notamment sous l'essor de mon frère qui avait pas mal développé l'espace tradition. Et c'était bien parce que ça nous permettait d'occuper les plus âgés quand ils accompagnaient les jeunes, parce que quand on avait par exemple à cette époque-là un tournoi Pokémon, un tournoi de cartes Yu-Gi-Oh, etc., les parents ils avaient un peu peur de s'ennuyer, mais finalement après que le fiston il ait joué aux cartes, ils étaient contents d'aller faire un petit tour et ça leur donnait envie de revenir. Et donc on devenait vraiment intergénérationnel et c'était vraiment l'objectif, quoi. C'est bien, quoi. C'est vrai que ça touche un autre public aussi. Ces espaces un peu traditionnels qui sont pas forcément fans de manga. Voilà, tout le monde n'est pas forcément fan de manga.
Pas encore en 2023, peut-être en 2024 ou en 2025, on espère. Mais c'est vrai que ça peut toucher peut-être, on t'a dit, les parents ou les grands-parents qui viendraient à Japan Expo et qui s'y retrouveraient quand même dans un bel espace qui, en plus, s'est agrandi de plus en plus au fil des années. Et on va en parler également un petit peu de l'historique. En partant du CNIC pour aller à Villepinte, ça faisait partie des objectifs pour pouvoir développer ces zones-là qui nécessitaient de la place, parce qu'on avait un jardin japonais, par exemple, à l'époque, et ça prenait quand même un petit peu de place, et on était à l'étroit. Donc en arrivant à Villepinte, ça nous a permis de développer ça, de la partie arts martiaux aussi, toute la partie danse traditionnelle et autres, ou les instruments traditionnels. C'était un peu difficile de leur trouver leur place entre deux shows de cosplay, une projection, etc. Donc on a pu avoir des scènes plus... Ils ont des besoins spécifiques aussi. Et puis on a rencontré, de la même manière, on vous a beaucoup raconté qu'en allant au Japon, on a rencontré de plus en plus d'animateurs, mangaka, d'éditeurs et tout ça. Il s'est passé la même chose aussi avec la culture traditionnelle. C'est qu'on a eu la chance de rencontrer de plus en plus de gens hyper motivés qui nous présentaient des projets parfois fous, mais souvent assez extraordinaires. Et maintenant, il y a une partie de la culture japonaise traditionnelle qu'on présente qui vient du monde associatif et de la communauté franco-japonaise, on va dire, à Paris ou en France. Puis il y en a une partie énorme, qui vient du Japon. Et ça, je fais bien d'en parler. Est-ce que, Japan Expo étant le plus grand salon qui parle de ce thème-là en France, est-ce que vous sentez aussi un intérêt de la part des Japonais de se dire il faut qu'on soit présent à Paris, en France, à Japan Expo, pour parler de notre culture et le partager Donc on a l'avantage que le Japon admire la culture française. Et donc du coup, savoir que la culture japonaise est mise à l'honneur en France, c'était pour tout un tas de gens au Japon, représentants du Japon ou simples artisans au Japon, une curiosité et un honneur à la fois. Donc c'est vrai que c'est plus facile de vanter les mérites de venir parler du Japon à Paris que dans d'autres pays étrangers. Les Japonais ont vraiment un rapport avec la France qui est particulier. C'est ça. Et donc oui, il y a clairement un truc, et c'est aussi comme ça qu'on a fini par travailler avec notre partenaire actuel, quoi. Et on a un mérite spécifique aussi pour eux. C'est que les gens qui viennent à Japan Expo sont des jeunes. Hein. Enfin, je vais dire nous. Non, nous, on est moins jeunes. Mais disons que l'âge moyen des visiteurs est plutôt jeune. Et ils sont hyper friands, hyper curieux de culture japonaise, traditionnelle. Et du coup, ils se retrouvent avec des salles où la moyenne d'âge est sans doute 2 fois plus jeune que celle qu'ils ont l'habitude de côtoyer. Et aussi, on mélange, nous, parce qu'on n'a pas de tabou, on a moins d'a priori, on mélange toutes les cultures du Japon, parce qu'on précise bien culture traditionnelle, parce que c'est les cultures du Japon, entre la pop culture, la culture manga, la culture animée, la culture jeux vidéo, l'art de vivre, le lifestyle d'aujourd'hui, Harajuku et tout ça. Et en fait, on assemble tout et ça leur permet de faire des rencontres entre Japonais qui n'existent que dans Japan Expo. C'est ça. Jean-François, tu as commencé à parler d'un partenaire avec qui vous travaillez maintenant sur ce coin un petit peu culture traditionnelle à Japan Expo. Il s'appelle Japan Promotion. Tout à fait. C'est une entreprise qui est avec nous depuis 2011 maintenant. C'est ça. Et on a fait un petit interview, donc il vous racontera un peu plus son parcours, mais qui a tout de suite compris ce qu'on attendait en termes de propositions, d'artistes, d'artisans. Et au fur et à mesure du temps, on a développé vraiment quelque chose de très fort avec lui, puisqu'on a même fait Japan Expo USA avec Japan Promotion. Et c'est vrai qu'on se retrouve là avec un fournisseur, on va dire, de contenu traditionnel les plus fous, parce qu'effectivement, c'est sa spécialité, il connaît bien, il est vraiment dans ces domaines artistiques, artisanaux, et il nous permet d'être très présent au Japon, puisque lui, les Japonais, ils sont là-bas, et du coup, d'avoir un vrai point d'ancrage là-bas pour faire venir tous ces artistes. Ce qui était la plus grande difficulté, parce qu'effectivement, en France, on pouvait proposer de montrer différentes choses, mais on était limité par ce qu'il y avait en France, ou alors à chaque fois, il fallait faire venir, je me souviens la première fois qu'on avait fait venir un maître de Ieido
du Japon, ça a été toute une histoire parce que pour qu'il ait le droit de faire venir son sabre, etc. Voilà. Bon, avec ce partenaire-là, il est capable de gérer tout ça, il a l'habitude, il a les réseaux et tout, donc c'est génial. J'ai envie de dire, qui de mieux que lui-même pour se présenter? C'est ça. Donc on va vous proposer une petite vidéo de présentation de Japan Promotion par Japan Promotion eux-mêmes. C'est maintenant, c'est tout de suite. ジャパンプロモーションの生島と申します。ジャパンエキスポでは、わびさびという、パビリオンを2011年から運営しています。で、その他、日本の伝統的な文化やアートを世界中で紹介している会社です。僕はその社団法人ジャパンプロモーションの代表者として、いろいろなプロジェクトの、それぞれプロジェクトマネージャーがいて、リーダーをしてるんですけれども、わびさびだけは、僕が直接、プロジェクトマネージャー、プロデューサーとして、仕事してます。うちはですね、日本の、伝統的な職人さんが作った工芸品とか、あるいはアーティストが作った日本の美術品を世界中で紹介してるんですけれども、日本の中よりもやっぱり世界でですね、そういったものを、好きで欲しがってくれる方々っていうのがたくさんいるっていうことをこれまで、別の仕事を通してすごく感じるところがあって、でそこをよりよりですね、日本のライフスタイルとともに日本のいいものを世界中に届けたいっていう思いで始めました。まずですね、一番最初にわびさびを、開催したのが2011年ですけれども、その時は、わずか150平米ほどのスペースで、そこに来てくれたお客さんっていうのも大体3000人ぐらいでした。で、当時はですね、フランスでもジャパンエキスポでも、アニメとか漫画とか、あと日本の音楽とかですね、そういうコンテンツのファンの方々ばっかりで、で、わびさびの隣にもですね、日本のミュージシャンのブースがあって、どっちかっていうとそこに並んでる人たちがついでに見ていくみたいなのが2011年ですね。で、その時は本当に脇役というかですね、まだまだ日本の伝統的なものに興味ある人っていうのはジャパンエキスポでは少ないように感じたんですけれども、ただ終わってからですね、その年ジャパンエキスポが終わってから、主催の、ジェフさんやトマさんから、アンケートですごく人気だったから、来年はより拡大してわびさびをしませんかっていうお話をいただいて、でそれから、最初は200平米、今年のですね、2022年の開催では、1500平米。で、来るお客さんも、当時一番最初は3000人だったのが、2022年にはですね、ようやく10万人を超えて、ジャパンエキスポに来るお客さんのおよそ半分近くが、半分までいかないですけど、わびさびに来てくれてるという結果になりました。Concrètement. On est de retour après une petite vidéo de Japan Promotion qui s'est présentée à vous ce soir. C'est le partenaire de Japan Expo pour tout l'espace culturel traditionnel japonais. Pour la zone Wabi-Sabi. Pour la zone Wabi-Sabi. Pour l'espace Wabi-Sabi. C'est ça, et on va en discuter un petit peu plus précisément. Tout d'abord par l'historique, un petit peu de ce partenariat. Quand est-ce qu'il a commencé déjà? Il a bien expliqué en 2011. Ils ont commencé à poser quelques items comme ça, quelques produits, et ça a bien fonctionné. Ils ont voulu aller de plus en plus loin. On a même été, le genre de... Alors pour l'histoire, j'ai acheté un des tableaux, là, et je l'ai encore dans mon salon. Et je me souvenais pas que c'était si vieux que ça. Ouais. Ça fait déjà plus de 10 ans maintenant, hein, 11-12 ans. Et du coup, on a développé un partenariat. Il se trouve qu'au Japon, il y a eu aussi une volonté pour le Japon de faire de la promotion du tourisme, donc de pousser de plus en plus cette partie traditionnelle. Donc on a même été jusqu'à créer une association avec Japan Promotion qui s'appelle toujours Japan Moment et qui permet comme ça de fédérer la culture traditionnelle japonaise qui a envie de s'exporter.
Et on est passé d'un espace de quelques centaines de mètres carrés à maintenant une zone que vous devez quand même avoir repérée derrière la scène Sakura, avec ce beau stand très très décoré. Ah, il est derrière la scène Sakura que depuis 2 ans. Parce qu'avant, il était en face de la scène Sakura. Voilà, mais il a grandi et il n'est plus en face. C'est-à-dire que ce qui était intéressant, c'est de vraiment voir des petits artisans qui n'auraient jamais pu avoir les moyens opérationnels, financiers et autres de venir jusqu'en France sans les gens de Japan Promotion au final. Parce que là on voit, on est parti d'un espace qui faisait tout au début 150 mètres carrés, puis assez rapidement ça a grandi 500 mètres carrés et maintenant on est à 1500 mètres carrés sur 2022. C'est juste énorme, c'est que vraiment du concret, parce que des fois il y a des stands qui vendent de l'artisanat japonais, mais qui va être juste importé, voire fabriqué en Chine plus qu'au Japon. Là, c'est vraiment les artisans qui sont là, qui proposent plein de choses. On voyait des éventails, il y a du papier, il y a de tout. C'est du fait main, c'est du fait industrieux. C'est aussi un espace, il faut savoir que nous, c'est quelque chose qu'on accompagne, parce que ce sont des petites entreprises qui viennent, ou des petits artisans qui n'ont pas beaucoup d'argent, comme dit Jean-François. Et du coup, nous, on leur met l'espace à disposition, en fait. On ne vend pas comme on vendrait une entreprise française standard, parce que vu qu'ils viennent du Japon, et qu'ils ont quand même des moyens limités, s'ils devaient, en plus de déplacer leur stock, de se déplacer eux-mêmes, parce que mine de rien, maintenant, c'est cher de venir du Japon, de trouver des solutions pour pouvoir interagir avec les Français et tout, eh bien, ils n'en auraient jamais les moyens, quoi. Donc, c'est cette combinaison entre notre volonté d'accompagnement et puis le savoir-faire de Japan Promotion qui fait qu'on a entre 80 et 100 artisans qui font le déplacement sur le festival. C'est aussi ça qui fait que quand on est sorti du Covid, les premiers à nous avoir dit on sera de retour, c'est eux. Et ils font des choses magnifiques. Il faut savoir que leur stand, il est décoré, mais il est décoré par les artisans eux-mêmes, quoi. Donc, ce qu'on voit, si on voit des collages, des peintures, des choses comme ça, nous, pendant l'installation, on les voit faire des trucs comme ça hyper méticuleux. C'est hyper impressionnant, quoi. Et du coup, en quoi un petit peu consiste ce partenariat plus en détail, notamment sur les spectacles, sur scène ça, c'est quelque chose qui est venu avec le temps, en fait, parce qu'au début, c'était vraiment une zone d'exposition. Et puis, on s'est rapidement aperçu que les gens, ils venaient exposer, mais quand ils faisaient de la calligraphie ou quand ils faisaient du thé, ils faisaient la cérémonie, ils voulaient des espaces pour s'exprimer, et notamment les scènes, pour pouvoir montrer au public ce qu'ils faisaient. Donc, on s'est rapidement trouvé à réserver des créneaux sur la scène Sakura en disant tiens, là va y avoir 1 heure par-ci, 1 heure par-là, puis après c'était 3 heures par jour, et puis finalement on s'est rendu compte que pour tout un tas de raisons c'était mieux de créer un vrai partenariat, et donc du coup maintenant la scène Sakura elle est vraiment gérée par Japan Promotion et par nous en collaboration étroite, dans l'idée qu'effectivement il y a 80% du contenu qu'on met sur cette scène-là qui va être en provenance du Japon direct, donc on a vraiment des spectacles qui sont vraiment japonais purs, et on garde quelques créneaux pour des associations françaises qui aident à la promotion de la culture traditionnelle japonaise, mais ça nous permettait effectivement de montrer des trucs qu'on voyait nulle part ailleurs, et ils vont maintenant jusqu'à préparer les prestations, tout l'aspect technique, le déroulé des scènes, etc. Donc on a vraiment amélioré ça. On a aussi construit la scène Sakura avec eux, justement. On parlait de matériel spécifique, que ce soit en termes de la forme de la scène, des backstage, des caméras, tout ça. On a tout travaillé chaque année avec eux pour essayer de développer. Ça, c'est super parce que Kumamon... peut-être qu'il va revenir quand même à force. Donc la scène, elle a été fabriquée, comme dit Jean-François, de forme spécifique, puisqu'elle est en forme d'une scène de kabuki. Là, on ne le voit pas forcément, mais sur le côté, il y a ce qu'ils appellent au Japon le hanamichi. Donc un catwalk, un proscenium, pardon. Voilà, cherchez le mot en français. Donc sur le côté, il y a un proscenium comme sur les scènes de théâtre kabuki traditionnelles, justement pour donner
comment dire, un charme complémentaire. Alors là, on est carrément sur Ichigo, parce qu'effectivement, au fur et à mesure du temps, le partenariat avec Japan Promotion pour proposer des spectacles sur scène a amené des artistes de plus en plus importants qui avaient envie d'avoir une visibilité plus importante, et on s'est retrouvé du coup avec cette possibilité de les mettre en avant sur Ichigo. Souvent c'est des spectacles courts qui vont être en interlude entre... Et il peut y avoir beaucoup de participants. Et sur Ichigo, il y a l'avantage qu'effectivement, quand on a Takarabune sur la scène Sakura, ils sont un peu à l'étroit. Quand ils sont sur Ichigo, ils peuvent s'exprimer à fond. Pas de problème. Et quand on a un défilé de kimono, ou quand on va avoir un spectacle musical comme on voyait là, c'est vraiment génial, quoi. Donc si je comprends bien, Japan Promotion, il se charge de la programmation de la scène Sakura et de l'espace Wabi Sabi. C'est globalement... C'est très raccourci. On raccourcit très vite, mais c'est vraiment... C'est beaucoup de choses. Il y a d'autres choses. Ça veut dire beaucoup de choses, mais il s'occupe donc de l'essentiel de la programmation de la scène Sakura. Il s'occupe de certains programmes qui ont lieu sur Ichigo. On a eu aussi des défilés dans les allées. Enfin, on a eu plein de choses. En fait, c'est avec eux qu'on va construire les choses les plus extravagantes, on va dire, de la partie culture traditionnelle du festival en général. Très très bien. On vous a diffusé une petite vidéo, mais on vous dit aussi que sur YouTube, la chaîne YouTube de Japan Expo, vous aurez une vidéo plutôt version longue et vous attendrez évidemment. Là, vous avez eu 3 minutes et une version de 12 minutes avec plus de détails qu'a bien voulu nous donner Monsieur Ikushima lors de cette interview qu'on a fait avec lui. Voilà, donc on vous laissera le découvrir sur la chaîne YouTube si vous voulez en savoir plus de Japan Expo. Très très vite. On continue sur l'espace Wabi Sabi à Japan Expo. J'aimerais avoir plus de détails, notamment sur l'évolution de celle-ci au cours de ces dernières années. Alors, ce qui était amusant, c'est que rapidement, on disait ils ont envahi la scène Sakura, mais il y a dans l'espace Wabi Sabi, il y a une scène qui est apparue aussi. Parce qu'il y a un certain nombre de spectacles qui se veulent un petit peu plus intimistes. Parfois, je parlais de cérémonialité. Effectivement, sur une scène comme la scène Sakura, c'est pas forcément idéal. Mais par contre, sur la petite scène de l'espace Wabi Sabi, ça a tout son sens. Ça permet de faire des démonstrations, des mises en avant de tout un tas de gens. Et voilà. Donc ça, c'est quelque chose en dehors de la taille qui était assez important pour eux aussi. Ouais, puis si on écoute Monsieur Ikushima et tous les artisans qui veulent venir sur le festival, on pourrait mettre 23 Sakura, il y aurait de la programmation tout le temps. Mais c'est vrai qu'on a cette chance qu'ils sont hyper motivés et que ça permet de découvrir des choses on s'en rend pas forcément compte parce qu'on n'est pas tous des experts de culture traditionnelle, mais il y a certaines choses qui sont très très rares, qui sont présentées, que ce soit dans l'espace Wabi Sabi ou sur la scène Sakura. Donc il faut en profiter à fond. On retrouve plein d'artisans qui vont fabriquer de la poterie, de la céramique. On a même eu des cérémonies Shinto sur le festival. On a eu des décorations en style kimono, de la calligraphie, un fabricant de hanko, les seaux japonais. Donc on peut faire fabriquer sur le festival son propre. C'est Tamaru Inbu qu'on voit là sur l'écran. Bon, je monte devant moi parce que nous on a un retour écran. Ce tampon, c'est là voilà, en fait. C'est ça. Et sont des choses, c'est des éléments de signature, mine de rien, qui au Japon sont hyper officiels. On peut acheter ceux qui sont industriels, mais on peut aussi aller voir un grand maître qui vous fabrique ce truc. C'est hyper pointu, hyper précis et unique puisque c'est une signature. Voilà. On peut vraiment retrouver beaucoup de choses sur l'espace Wabi Sabi, très différentes les unes des autres. Super intéressant, franchement, je trouve. Alors après, l'espace Wabi Sabi, c'est un espace où on peut acheter des choses, mais c'est surtout un espace, à mon avis, où on y va pour le plaisir des yeux, parce que comme certains le disaient dans le chat, c'est vrai que parfois ça peut être un tarif plus élevé que d'aller acheter un manga sur les stands des éditeurs. Mais on est vraiment devant des vrais artisans japonais qui ont fait le déplacement, qui ont une reconnaissance dans leur art. Donc voilà, on n'achète pas le truc discount, quoi. C'est vraiment et le simple plaisir des yeux de voir tous ces stands décorés, de les voir faire, parce qu'il y en a beaucoup qui font en direct, c'est largement suffisant pour l'expérience. On n'est pas du tout obligé d'acheter. C'est toujours aussi l'esprit du festival. Hein. C'est ça, totalement. Et du coup, pour terminer sur ça, vraiment, je voudrais que vous nous disiez, selon vous,
pourquoi cet espace est si important à Japan Expo, l'importance de cet espace à Japan Expo, selon vous, à titre personnel, et notamment en tant que créateur du festival. À la base, quand on a créé Japan Expo, on s'est dit il faut qu'on arrive à faire en sorte que la partie animée, manga, ait autant d'importance que la partie culturelle, traditionnelle, que la partie jeux vidéo, etc. On voulait faire en sorte que les piliers de ce qu'était Japan Expo prennent autant de place. Et en ça, Wabi Sabi est le meilleur moyen qu'on a trouvé pour donner une vraie place à la partie traditionnelle. En dehors de tout ce qu'on fait à côté avec le tourisme et autres, c'est vrai que c'est un magnifique espace qu'on est fier d'avoir. Quand on en parle avec Monsieur Ikushima, on voit qu'on a la chance d'être le seul événement salon grand public, on va dire, où il va. Alors, il va dans des festivals d'art, des foires comme ça. C'est autre chose, c'est pas le même public, mais pour un public, on va dire, jeune qui découvre le pays, on est vraiment les seuls. Donc, en ça, c'est extraordinaire. Et puis, en travaillant avec lui, on a réussi à monter et à faire venir des artistes voilà, qu'on n'aurait pas imaginé. C'est-à-dire que quand on commence à discuter avec eux en 2011, on se dit « Ah ouais, on pourrait faire ça », en se disant « Voilà ». Mais bien sûr. Et puis finalement, 3 ans après, il était là. Bon, alors voilà, vous m'aviez demandé. Ah, très bien. Parce qu'en plus, c'est ça, c'est vrai qui est agréable dans la relation, c'est d'avoir quelqu'un qui nous dit bon, alors on a fait tout ça, etc. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'on pourrait faire et autres? Alors, on lui a donné un challenge qu'il a un peu de mal avec les Sumotori. Ouais, mais il y arrivera. Mais il va y arriver un jour. Mais voilà, c'est vrai que c'est de trouver cette personne, ce partenaire, cette équipe de Japan Promotion qui est là pour nous aider à développer toute cette partie vraiment traditionnelle. Ouais, c'est génial. C'est notre ADN fondamental. C'est justement, il y a quelqu'un qui disait dans le chat, c'est parce que ça s'appelle Japan Expo, c'est la base. Bah voilà, la culture traditionnelle au milieu de la pop culture, pour nous, c'est la base. Et ça va loin, parce qu'aujourd'hui, l'espace Wabi Sabi, c'est 80 artisans, autour de 80 artisans, voire plus, et c'est autour de 80 artistes qui font des performances sur scène. Donc c'est énormément de gens qui s'investissent. Donc on est comblé en fait par toute cette énergie, et on espère que vous comprenez le pont qu'on essaie de construire entre ce qu'on aime fondamentalement dans le manga et dans l'animé, dans le jeu vidéo, et comment ça peut conduire justement à cette partie traditionnelle de la culture. Et plus loin, aller au Japon. Vous l'aurez compris, hein, ceux qui nous écoutent actuellement, le partenariat entre Japan Expo et Japan Promotion est essentiel au salon. Notamment, je vais vous donner des petits chiffres hein, pour que vous vous rendiez compte. 2013, on a 40 artistes sur scène sur Sakura et Ichigo. En 2022, il y a 79 artistes. Ça montre aussi qu'il y a un intérêt, j'imagine, du public. Si vous en rajoutez encore plus, c'est qu'il y a des gens qui sont intéressés, sinon vous ne le feriez pas, j'imagine. Mais aussi qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Parce que j'imagine également que sur les 79 artistes, ils ne font pas tous la même chose sur scène. Donc, non, il y a une pluralité. Ça, c'est quelque chose qu'on a bien réussi à faire passer comme message et sur lequel on veillait beaucoup. C'est que il faut bien voir que là, on en a 80, mais qui nous en présentent parfois jusqu'à 120, 150 en fait. Et on se dit, bah voilà, eux c'est bien. Alors il y en a qui reviennent, parce qu'on trouve qu'il y a certains qu'il faut faire venir plusieurs années pour qu'ils acquièrent une certaine renommée, parce qu'ils sont devenus un peu indispensables. C'est-à-dire que les gens de Takarabune, donc la danse Awa Odori? Non, c'est quoi c'est ça. C'est celle du Awa Odori, on est d'accord. Il y a une année où on a dit tiens, on va faire une pause, et tout de suite on nous a dit ils sont passés où quoi. Donc il y a des indispensables, et puis chaque année on essaye d'avoir des nouveautés, ou alors on présente la même chose mais c'est un autre artiste, parce que du coup ça nous donnera une autre tonalité sur telle ou telle discipline, et on se retrouve vraiment avec une pluralité. Puis c'est riche quoi. Ça veut dire qu'il y a des mecs qui sont sur scène, qui font des démonstrations de sabre. Et puis quand on creuse, on s'aperçoit que c'est ceux qui ont fait les chorégraphies de combat de sabre de Kill Bill.
Mais sauf que nous, on nous le dit pas au début. On nous dit, ouais, c'est des mecs qui vont venir, ils font la voix du sable, machin et tout. Puis, quand même, et puis ils finissent par te parler, ils font, oui, alors dans Kill Bill, c'est nous qui avons fait tous les... Et voilà. Et en fait, plus tu avances, plus tu t'aperçois, quand je dis que ce sont des moments rares, c'est que les gens qui viennent faire leur performance, là, sont vraiment des experts dans leur art, et il faut en profiter tant qu'ils sont aussi motivés pour être là en masse. Et c'est l'énergie. La scène Sakura, c'est en termes de constance, c'est la scène la plus remplie du festival. C'est pas la plus grande, mais elle est tout le temps à un taux de remplissage très quasiment important. à 100%. Ouais. Voilà. C'est juste fou, quoi. Et c'est une fierté aussi pour nous d'imaginer comme ça des jeunes qui vont regarder un concert de shamisen traditionnel, donc la forme la plus pure, la plus traditionnelle, et ils sont tous scotchés devant. Et les artistes qu'ils ont sur scène, ils nous expliquent assez facilement que ça leur arrive une fois dans leur vie, quoi. Surtout que, à part à Japan Expo, où est-ce qu'on peut voir ça où des jeunes pourraient voir ça aujourd'hui en France? Dans l'année, il n'y a pas beaucoup d'autres endroits où ils peuvent aller à la Maison de la Culture du Japon à Paris, mais c'est pas la même chose. C'est vraiment déjà, voilà. y aller spécifiquement. Alors que là, l'avantage, c'est que tu viens et tu peux passer d'un spectacle à l'autre comme ça. Alors que effectivement, dans d'autres endroits, il faut se dire tiens, ce soir je vais voir ça, puis demain j'irai voir machin, ou alors la semaine prochaine. Tu peux pas avoir cet enchaînement, ce côté Matsuri qu'on voulait vraiment. Voilà, je pense qu'on fait partie des seuls salons à le faire. Et c'est très bien ainsi. On a globalement dit tout ce qu'il fallait dire sur le thème. Je crois qu'on n'a pas cité tous les artisans que vous avez préparé l'équipe, parce qu'il y en avait trop, mais effectivement, on disait décoration style kimono, calligraphie, saut japonais, prêtre bouddhiste et graveur de tampons, calligraphie traditionnelle, céramique, sandales d'intérieur. Ça, t'en as parlé, ça, les sandales? Non, je vais parler des sandales.